Donc moi je suis le docteur Porté et donc je suis neurochirurgien à la clinique du Parc et je vais vous parler du sujet qui s'appelle la discopathie lombaire dégénérative. Quelques présentations sur le plan qu'on va suivre durant cette présentation. En premier, quelques mots de généralité. Quand on parle de discopathie lombaire dégénérative, de quoi on parle? On parle de discopathie. La discopathie, c'est l'usure d'un disque intervertébral. On y reviendra bien sûr, mais ça équivaut à l'arthrose, à la pathologie dégénérative du disque. C'est une pathologie qui est souvent invalidante. Elle rentre dans le cadre plus général des douleurs lombaires, des douleurs lombaires aiguës chroniques. On parle de lombalgie, qui représente quand même 6,44% des motifs de consultation en médecine générale en France. D'où l'importance de savoir orienter, le cas échéant, les patients vers des chirurgiens spécialisés. Alors, pour parler de la pathologie, il me semble important de rappeler quelques notions sur l'anatomie normale et sur les fonctions du disque. Donc, en premier lieu, quelques rappels. On a 23 disques intervertébraux, 6 cervicaux, 12 thoraciques et 5 lombaires qui vont nous intéresser pour cette présentation. Ça représente quand même 1/5 de la hauteur totale du rachis, donc c'est pas négligeable, avec un rapport corporeo-discal qui augmente sur les segments les plus mobiles, avec 2/5 en cervical et 1/3 en lombaire. Le disque, il a une structure anatomique bien particulière qui lui confère toutes ses propriétés mécaniques et fonctionnelles. Donc bien sûr, il se situe entre les deux corps vertébraux en avant et il est constitué de deux parties principales. Un noyau qu'on appelle le noyau pulpeux, entouré d'anneaux fibreux, l'annulus fibrosus. On peut voir sur ce schéma, cet anneau fibreux, il a une complexité organisationnelle avec une organisation multicouche, avec une orientation des fibres bien spécifique qui va permettre en fait une rétention du noyau pulpeux à l'intérieur du disque. Lorsqu'on parle d'un disque intervertébral, on parle de cartilage, en l'occurrence de fibrocartilage, avec l'anneau fibreux qui est plutôt constitué de fibres de collagène qui va donner un petit peu sa structure et sa rigidité au disque. Le noyau pulpeux, quant à lui, est plutôt constitué de gel de mucoprotéines, les protéoglycanes, qui vont permettre une rétention d'eau hydrophile et qui va permettre de conférer ses propriétés de résistance mécanique, notamment en compression. Donc le disque est une structure hydratée et c'est très important pour la suite, on y reviendra. Au niveau des fonctions mécaniques du disque, la première fonction, c'est le rôle de joint articulaire. Le disque va se déformer en fonction des mobilités qui lui sont appliquées, comme on peut le voir sur le schéma représenté ici, flexion-extension. Ce rôle, il est principalement assuré de congruence des vertèbres par l'anneau fibreux, avec la congruence des articulations postérieures à l'arrière qui vont également être mobilisées en fonction des mouvements appliqués. Et puis il y a un rôle qui est vraiment très important et qui va avoir vraiment son retentissement fonctionnel lorsque ce rôle va être perdu, c'est le rôle d'amortisseur biologique hydraulique. On l'a dit, le disque est une structure hydratée. Cette viscoélasticité discale va lui permettre d'assurer un rôle de réel amortisseur avec des mouvements d'eau qui vont pouvoir s'opposer aux forces de compression et lorsque ces forces de compression vont se relâcher, l'eau va pouvoir regorger le disque et lui donner toutes ses propriétés d'amortisseur. Quelques mots sur l'épidémiologie et sur la physiopathologie. Donc, vous avez sur ce schéma représenté à gauche un disque sain, bien organisé, bien structuré, noyau fibreux, noyau pulpeux, anneau fibreux et les plateaux cartilagineux. Vous avez à droite la pathologie discale dégénérative. Donc, comme on l'a dit, c'est de l'usure, c'est de l'arthrose lombaire, plusieurs facteurs de risque au développement de l'arthrose lombaire, une part génétique. Il faut bien comprendre, le disque est un amortisseur, on n'a pas tous les mêmes amortisseurs, certains s'abîmeront plus vite que d'autres. Un facteur de risque métabolique, notamment avec l'obésité, plus on va mettre de poids sur l'amortisseur, plus l'amortisseur va s'abîmer avec le temps. Le diabète aussi peut causer des problèmes, notamment au niveau de perte de la vascularisation des structures adjacentes. Le rôle traumatique, encore une fois, ça inclut beaucoup de choses, notamment au niveau professionnel, les vibrations, au niveau sportif, les chocs, traumato, même chute AVP ou autre.
Et on pourrait même éventuellement y inclure la chirurgie discale, notamment sur les discectomies per herniectomie, qui peuvent abîmer le disque et qui peuvent engendrer une détérioration ultérieure du disque. Le tabac est également identifié comme facteur de risque dans ce contexte puisqu'il va gêner un petit peu l'apport de nutriments au niveau de ce disque. Lorsqu'il est usé, ce disque va se déformer, le noyau pulpeux va perdre de son hydratation, la hauteur discale va baisser et puis comme dans tout phénomène arthrosique, il va y avoir des remaniements dégénératifs des plateaux vertébraux avec une ostéophytose, donc développement de bec osseux au niveau des plateaux, qui vont tout ça participer aux douleurs qui peuvent expliquer la discopathie lombaire. La prévalence de la lombalgie chronique, alors c'est un cadre qui est beaucoup plus large, mais qui inclut quand même la discopathie lombaire, 7,9% chez l'homme, 7,5% chez la femme, et bien sûr ça augmente avec l'âge. L'analogie que je prends pour expliquer un petit peu aux patients qui présentent des discopathies lombaires, je leur explique que c'est un pneu crevé. Et de cette manière-là, le pneu va perdre un petit peu son intégrité, il va s'aplatir, il va s'étaler, il va perdre son rôle d'amortisseur, et c'est ça qui va pouvoir occasionner les différentes symptomatologies et douleurs. Un mot sur l'examen clinique, donc en présence d'une discopathie lombaire, on va avoir une lombalgie discogénique, le plus souvent chronique, puisque c'est une pathologie arthrosique qui va s'installer sur plusieurs mois, voire plusieurs années bien sûr. Donc la douleur lombaire, le plus souvent il s'agit d'une lombalgie basse en barre. Lorsque cette usure est asymétrique, elle peut être unilatérale, avec une concordance avec une contracture des muscles paravertébraux. On parle de douleurs chroniques sur des douleurs qui sont supérieures à 3 mois. Et il faut bien distinguer du lumbago, de la lombalgie aiguë, qui est le plus souvent d'origine musculaire réactionnelle. Là, dans le cadre d'une lombalgie discogénique, on va plutôt avoir une douleur de fond majorée par des lumbagos itératifs. Ce sont des douleurs à caractéristiques mécaniques, avec une douleur qui est vivement reproduite lorsqu'on crée une hyperpression antérieure au niveau du disque. Ce qui est représenté sur ce schéma, le patient qui va se baisser pour ramasser une charge, le patient qui va garder une position assise prolongée et souvent une position assise qui n'est pas forcément optimale. Tout ça va créer de la pression sur le disque et qui va majorer ces douleurs qu'on appelle donc discogéniques. Une composante également inflammatoire, l'amortisseur étant abîmé entre les plateaux vertébraux, ces plateaux vertébraux vont avoir tendance à s'user, à s'inflammer, à réagir de manière inflammatoire, ce qui va occasionner des réveils nocturnes itératifs, voire une raideur matinale. Au niveau de l'examen, on recherchera un syndrome rachidien, classiquement une douleur provoquée à la palpation des épineuses et une contracture des muscles paravertébraux. Un mot sur un score clinique qui peut être utilisé, intéressant pour le suivi du patient, que ce soit la prise en charge initiale et puis la prise en charge post-traitement conservateur, voire post-traitement chirurgical. Il s'agit de l'osvestrie qui correspond à un questionnaire d'évaluation de la capacité fonctionnelle des patients lombalgiques. Concrètement, 10 items qui vont un petit peu évaluer la capacité du patient à résister à certains événements de la vie quotidienne. Et en fonction de ce score, on va pouvoir déterminer un pourcentage de handicap de minime à majeur, voire le patient alité ou majorant ses symptômes. C'est vraiment un score qui est relativement important, notamment sur le suivi des patients. Un mot sur les signes cliniques associés, donc là ça va être dépendant du degré d'évolution de l'arthrose rachidienne, comme on peut le voir sur cette image. Lorsque les facettes articulaires sont également abîmées par l'usure, par l'arthrose, il va y avoir un syndrome facétaire avec classiquement une féssalgie, le plus souvent bilatérale, parfois unilatérale, qui peuvent irandir au niveau des hanches. Dans le cadre d'une sténose foraminale, il y aura une radiculalgie associée avec ce tableau bien systématisé de sciatique ou de cruralgie. Dans le cadre d'un canal lombaire étroit, on vient d'en parler, la claudication neurogène. Et puis dans le cadre d'arthrose un peu plus étendue, on va avoir des rachalgies diffuses sur des scolioses dites dégénératives. Un mot quand même sur les signes psychosociaux qui sont importants à rechercher dans le cadre des lombalgies chroniques parce que ce sont des signes de mauvais pronostic, que ce soit dans le cadre d'une prise en charge de traitement conservateur ou de traitement chirurgical. Alors, il faut quand même distinguer la lombalgie chronique sans réelle pathologie organique derrière ou en tout cas avec des signes qui sont peu concordants de la lombalgie qu'on peut attribuer à justement cette discopathie inflammatoire qui peut tout à fait expliquer les symptômes, mais ce sont quand même des signes qui sont importants à prendre en compte.
L'imagerie, donc on en a déjà pas mal parlé. Globalement, on considère que sur une lombalgie discogénique, l'IRM est indiqué à partir de 3 mois d'échec de traitement, où on va vraiment essayer de documenter, de rechercher la cause sous-jacente à ces douleurs. L'IRM qui est vraiment l'examen de référence aujourd'hui, avec un intérêt diagnostique et pronostic qui est certain. On parlera rapidement de 2 classifications, Modic et Pfirman, qui pour nous aident beaucoup dans les prises en charge, pour orienter notre prise en charge chirurgicale. La radiographie a encore toute sa place dans la prise en charge de la lombalgie chronique, tout simplement parce qu'elle nous permet d'évaluer la compliance discale en charge. Il ne faut pas oublier que l'IRM, le scanner, sont des imageries qui sont faites sur des patients allongés, où le disque n'est pas soumis à cette pression qu'on a évoquée tout à l'heure. Or, comme c'est l'un de ses rôles majeurs, ça nous permet de voir si, à l'orthostatisme, il y a une diminution de l'espace intervertébral, ce genre de choses. Bien sûr, la radiographie a également toute sa place dans le suivi post-opératoire. Le scanner, dans le cadre de la discopathie lombaire dégénérative, son utilisation elle est plutôt dans la planification préopératoire. Hein, c'est plus nous chirurgiens qui allons prescrire cet examen, que ce soit pour visualiser les vaisseaux, si on décide de passer par devant, mais on y reviendra, pour la planification des visées pédiculaires, de façon plus anecdotique, qui va permettre de voir s'il y a un vide discal qu'on peut constater sur des discopathies qui sont vraiment très évoluées. Je vous donne juste quelques éléments de lecture rapides sur une IRM du rachis lombaire dans le cadre d'une discopathie dégénérative. Toujours pareil, les séquences T1, les séquences T2. Celle qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est la séquence T2 qui nous permet de très bien voir qu'ici, on a une perte de la hauteur discale avec un disque qui est vraiment aplati. Et cet amortisseur qui est aplati, du coup, il va s'étaler, il va bomber un petit peu devant, un petit peu derrière. C'est ce qu'on peut constater sur cette image. Cet étalement discal, cette protrusion discale circonférentielle, on va également la constater sur cette image axiale avec ici en blanc, je vous ai représenté la surface que devrait représenter le disque sain et en rouge, la surface que prend le disque qui s'est vraiment aplati et étalé et qui va pouvoir un petit peu venir gêner derrière. L'autre séquence qui nous intéresse, c'est la séquence STIR qui nous permet de bien voir l'œdème osseux. Simplement, vous avez un amortisseur ici qui est très usé, les plateaux vertébraux vont frotter, schématiquement c'est ce qu'on peut dire au patient, et ce frottement va créer une inflammation, une réaction inflammatoire qu'on peut voir ici, qui est cette trame blanche dans le plateau supérieur et le plateau inférieur. Donc un mot sur la première classification rhamnologique, c'est la classification de Pfirman. Cette classification, elle identifie les modifications du disque et elle va nous permettre de coter un petit peu la sévérité de la déshydratation du disque, de la dégénérescence du disque. Il y a 5 stades, le stade 1 c'est le stade normal, le stade 5 c'est vraiment le stade où le disque est noir, collabé, et là il n'y a plus de doute sur le fait que ce disque-là ne remplit plus du tout ses capacités fonctionnelles. Entre ces deux extrêmes, il y a le stade 2, 3 et 4 où on va avoir une progression de la discopathie. On l'a dit, cette discopathie, cette perte d'amortisseur, elle va faire qu'il va y avoir une réaction inflammatoire des plateaux vertébraux qui va se traduire par une anomalie de signal des plateaux vertébraux qui est évaluée par la classification de Modic. On évalue 3 stades de Modic, le stade 1, 2, 3. Classiquement, le stade 1, les plateaux vertébraux frottent, il y a une inflammation, ça crée de l'œdème et donc du coup on va avoir un hypo-T1 hyper T2 parce que c'est de l'eau qui se retrouve dans les vertèbres. Lorsqu'on va laisser cette discopathie évoluer, il va y avoir des remaniements dégénératifs avec une transformation graisseuse. On passe au stade 2. À ce moment-là, on a le signal de la graisse avec un hyper T2 et un hyper T1. Et le stade 3, c'est quand vraiment on a laissé évoluer cette discopathie. Il va y avoir une réaction ostéocondensante qu'on peut retrouver dans plusieurs pathologies arthrosiques. Et à ce moment-là, on va avoir un hypo T1 et un hypo T2. Un mot sur la discographie. La discographie, c'est une épreuve diagnostique. Concrètement, on injecte en intradiscal du produit de contraste. 2 choses. La première, c'est que c'est un élément provoquant. Normalement, la douleur doit être provoquée lorsqu'on va injecter le produit de contraste dans le disque suspecté comme douloureux. Ensuite, la diffusion du produit de contraste va également nous orienter pour savoir si le disque est symptomatique ou pas. Dans cet exemple-là, on peut voir que le disque L5S1, il y a une diffusion vraiment très large du produit de contraste, alors que dans le disque, les 2 disques au-dessus, le produit de contraste reste maintenu par l'anneau fibreux qui, a priori, garde sa structure, le noyau pulpeux également, et du coup, on incriminera plutôt le disque L5S1 dans ce dossier-là.
C'est un examen qui est donc dit discriminant, qui pouvait avoir son intérêt dans des discopathies multi-étagées, mais qui en fait aujourd'hui est plutôt obsolète et n'est plus vraiment pratiqué. On préférera l'interprétation de l'IRM avec les différents scores qui ont été, les différentes classifications qui ont été évoquées auparavant. Pourquoi cet examen n'est plus trop pratiqué? Tout simplement parce que vous faites perdre l'intégrité des disques testés. Si on reprend l'image du pneu, vous avez bien identifié que le disque L5S1 est le pneu crevé, mais vous avez mis une aiguille dans les deux disques au-dessus, donc fondamentalement vous avez fait perdre votre intégrité aux deux autres disques qui vont pouvoir se dégrader également par la suite. La stratégie thérapeutique dans la discopathie lombaire dégénérative. Alors, on va d'abord se concentrer sur l'image de gauche où j'ai essayé de vous représenter un petit peu la cinétique de la douleur d'un patient lombalgique discogénique. Il a tout d'abord une douleur lancinante, c'est une douleur de base qu'il va pouvoir tolérer, qui est présente mais pas forcément invalidante. Dans ces moments-là, il faut encourager le patient à bouger. C'est vraiment le fait de bouger, de mobiliser le disque qui va permettre sa réhydratation, qui va le permettre de se renourrir et qui donc va permettre de diminuer la progression de la dégénérescence au niveau du disque. La kiné, la balnéo ont parfaitement leur indication dans ces moments-là. La kiné pour faire de l'éducation aussi thérapeutique et la balnéo parce qu'elle permet de soulager le disque qui est du coup plus soumis à la pression du corps puisque dans l'eau, il n'y a plus le poids du corps. Très classiquement, la douleur lombaire évolue par à-coups, par des épisodes aigus, de douleur aiguë. Dans ces cas-là, il faut inciter les patients plutôt au repos, éventuellement au port de la ceinture lombaire, et on va pouvoir proposer des traitements antalgiques adaptés, anti-inflammatoires, myorelaxants antalgiques, pour essayer justement de retomber sur l'état de base qui est beaucoup plus toléré. Lorsqu'on a le succès du traitement conservateur, on se retrouve un petit peu sur ce deuxième schéma où vous voyez que l'état de base est quand même moins important, les poussées aiguës inflammatoires sont moins intenses, moins fréquentes et du coup on a finalement une qualité de vie qui est préservée. Dans ce cas-là, il faut encourager le patient à maintenir une bonne hygiène de vie, une bonne mobilité, bonne musculature, bon gainage et puis si possible prendre en charge les facteurs de risque pour éviter que la discopathie progresse. Et puis le dernier cas, c'est le cas où on est dans l'échec du traitement conservateur. Malgré ce qu'on a pu faire, le patient a des poussées de plus en plus fréquentes, de plus en plus invalidantes, il ne supporte plus tellement cette douleur-là. Ça va avoir un net retentissement sur sa qualité de vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. À ce moment-là, les recommandations, c'est très clair, c'est dans un premier temps, on se donne toutes les chances de succès du traitement conservateur, on oriente le patient vers un centre de rééducation du dos, si possible, spécialisé du dos. Il bénéficiera d'une prise en charge multidisciplinaire où il verra un médecin physique et réadaptation, un rhumatologue, éventuellement soutien psychologique. Tout ça va permettre de se donner toutes les chances de sauver le disque, entre guillemets, pour ne pas avoir à l'opérer. Un mot sur le traitement d'épreuve par corset. L'utilisation est un peu contestée, pour autant on considère qu'il a une bonne valeur prédictive positive pour une chirurgie. Concrètement, lorsque vous essayez un corset chez un patient, si l'immobilisation du disque douloureux par un système extérieur permet de soulager la douleur, on se dit qu'une immobilisation chirurgicale permettra également d'avoir un bon résultat fonctionnel. Dans le cadre d'un échec de l'ensemble des prises en charge conservatrices proposées jusque-là, et bien sûr si vous avez une bonne cible chirurgicale, une discopathie marquée à l'IRM, au bout de 6 mois à 1 an de traitement, on peut considérer qu'il y a une indication à un traitement chirurgical, en l'occurrence une arthrodèse, on y reviendra. Juste si on reprend l'image du pneu dégonflé, qui est plutôt parlant pour le patient. Dans le premier cas, on s'aperçoit que ce pneu il est dégonflé, mais malgré tout, il permet de rouler. Si on arrive à le sauver avec du traitement conservateur, on persiste comme ça. Lorsque ça échoue, on l'envoie pour réparation globale et prise en charge globale du patient dans son intégralité. Et si tout ça ne marche pas, à ce moment-là, on s'oriente vers la chirurgie. Un mot sur le traitement conservateur, on a déjà évoqué les différentes choses. Simplement, bien comprendre que les traitements antidépresseurs type Lyrica, gabapentine, tout ça, c'est surtout indiqué quand il y a des radiculalgies associées. Dans le cadre d'une lombalgie isolée, ce n'est pas particulièrement recommandé. Un mot maintenant sur la chirurgie de la discopathie lombaire dégénérative symptomatique et invalidante. On l'a dit, le disque, il est usé, il est abîmé, il est douloureux. Donc le traitement de référence, ça reste l'immobilisation du niveau douloureux. On parle d'arthrodèse, on va chercher à fusionner les vertèbres pour ne plus qu'elles frottent et qu'elles fassent mal.
Dans ce cas-là, on a deux options thérapeutiques, la vis pédiculaire avec le système de tige et un système de cage qu'on va disposer entre les vertèbres. Dans le premier cas, on parle d'arthrodèse postérolatérale et dans le deuxième cas, on parle d'arthrodèse intersomatique. Avant de parler un peu plus précisément des différentes techniques, des facteurs prédictifs positifs ont été identifiés. C'est une courte durée de lombalgie, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus laisser le patient rentrer dans une forme de douleur chronique lancinante qui perdurera pendant des années parce que les rapports bénéfice-risque ne seront plus forcément favorables. Avoir un modique 1 ou 2, donc c'est-à-dire encore une composante inflammatoire sur la discopathie, ce qui va nous permettre effectivement d'avoir une meilleure efficacité en immobilisant ce disque qui est particulièrement douloureux. Le score FABQW, en fait, c'est la kinésiophobie. Ça représente la crainte du patient à utiliser son dos, notamment au travail. Il faut que ce soit relativement faible parce que si vous avez un patient qui est complètement conditionné à rester raide et fixe et à ne plus utiliser son dos, c'est là où les résultats fonctionnels ne sont pas bons, quelle que soit la prise en charge proposée. Au niveau post-opératoire, on est sur la surveillance assez classique d'une arthrodèse avec un contrôle à 6 semaines et à 3 mois où on va s'assurer que le matériel reste bien en place, que la fusion osseuse se fasse bien avec des radiographies de contrôle. Pendant la durée post-opératoire, on invitera le patient à respecter une période de repos. Et éventuellement, on peut lui proposer une contention antalgique à type de ceinture lombaire à porter sur 7 à 10 jours, pas plus, pour ne pas perdre en déconditionnement musculaire. Et puis bien sûr, la rééducation qui aura toute sa place, y compris en post-opératoire. Un mot donc pour vous présenter les différentes techniques. Alors il y a des noms barbares, mais on va juste essayer de comprendre un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a la voie postérieure simple, où on peut simplement mettre des vis pour immobiliser le niveau douloureux. Cette voie postérieure, elle a un intérêt, c'est qu'on va pouvoir décomprimer éventuellement les nerfs s'il y a des nerfs qui sont comprimés, notamment au niveau des foramens. Soit on met des vis seules, mais aujourd'hui il est quand même recommandé de faire un système circonférentiel, un montage circonférentiel en ajoutant une cage d'arthrodèse. Cette cage, elle peut être introduite soit par le foramen, c'est l'image où il y a marqué TLIF, soit par une voie postérieure un peu plus médiane, c'est ce qu'on appelle le PLIF. Ensuite, il y a la voie antérolatérale avec l'ALIF et l'OLIF. Alors l'ALIF, c'est pour antérieur, on passe vraiment par devant. Et donc là, vous pouvez voir qu'en arrivant par devant, on arrive directement sur le disque. On a un accès très large au disque qu'on va pouvoir complètement retirer et mettre une très grosse cale. L'OLIF, c'est quand on passe vraiment par le côté. Et dans ce cas-là, on peut mettre une cale qui est un peu plus importante que par voie postérieure, mais qui est quand même moins importante que l'ALIF. Et puis la voie combinée, c'est vraiment dans la pathologie dégénérative avancée où non seulement on va avoir une discopathie, mais en plus on va avoir un glissement de vertèbres. À ce moment-là, il ne faut pas se contenter d'une seule instrumentation chez le sujet jeune, car il y a un risque de pseudarthrose, c'est-à-dire d'échec de la fusion. Donc la LIF qui représente aujourd'hui quand même la meilleure prise en charge chirurgicale pour la discopathie lombaire avec un patient qui est lombalgique discogénique. C'est une voie qui est dite mini-invasive, contrairement à la voie postérieure où on va devoir désinsérer les muscles. Par devant, on fait juste que pousser les muscles qui ne sont pas désinsérés de leur structure osseuse. Il y a une meilleure surface de greffe, on l'a dit et on le voit sur la surface greffée. Meilleure correction de la lordose, puisqu'en passant par devant, on va pouvoir mettre une cale qui est plus profilée, qui n'est pas plate, ce qui va permettre de corriger la lordose lombaire, qui va avoir un rôle protecteur sur les disques également, du dessus, du dessous, etc. Et puis, moindre risque neurologique, puisqu'en passant par devant, on évite d'être confronté aux nerfs qui sont derrière. Donc, chez un patient qui est uniquement lombalgique sans radiculalgie, il y a tout intérêt à passer par devant. Du coup, je voulais quand même vous présenter un peu plus précisément cette chirurgie de l'ALIF pour antérieur lombar interbody fusion. Ici, donc, on se place dans une position d'une discopathie L5S1 qu'on voit bien sur cette IRM avec donc, le disque aplati, le bombement discal, l'inflammation des plateaux. On va choisir une incision qui s'appelle l'incision un petit peu de Pfannenstiel, qu'on utilise aussi pour les césariennes. C'est une incision qui est horizontale, suspubienne, et qui va être à peu près au niveau du maillot pour ne pas avoir de gêne esthétique. Donc on fait cette incision, concrètement on arrive sur la gaine des muscles grand droit, on va récliner les muscles grand droit, derrière ces muscles-là on se retrouve dans l'abdomen, donc on va arriver sur le péritoine, ce qui est représenté ici, et là en fait on va venir pousser sur le côté l'ensemble du tube digestif, on va identifier les structures vasculaires, classiquement en L5S1 on se trouve sous la bifurcation iliaque, qu'on va pouvoir exposer. Donc là, les écarteurs sont en place, on voit la bifurcation iliaque et on identifie deux vaisseaux qui sont les vaisseaux sacrés antérieurs qu'on va pouvoir sacrifier pour exposer pleinement le disque.
Une fois que ce disque est bien exposé, on va pouvoir mettre en place une cage d'arthrodèse qu'on va voir sur cette imagerie. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc bien sûr, ce qu'on voit sur cette radio-là, c'est uniquement ce qui est radio opaque, hein. Et donc ce qu'on peut voir sur cette radio, c'est que cette cage, elle a permis de réaugmenter la hauteur intervertébrale, de corriger un petit peu la lordose lombaire. Et puis on voit qu'il y a une arthrodèse qui est faite avec, bon là c'est difficile à voir, mais en gros il y a une densité osseuse à l'intérieur de la cale, puisque les vertèbres ont fusionné. Voilà de face ce que ça peut donner. Et puis ensuite on ferme simplement la gaine des muscles grands droits, donc pas de perte musculaire. Au niveau des complications, on est sur des complications classiques attendues, avec les complications qui peuvent être d'ordre général, avec risque de réintervention, risque de thrombose veineuse, d'embolie pulmonaire. Bon, ça c'est assez classique. Et puis ensuite, il y a surtout les risques spécifiques de cette voie d'abord, hein, avec le risque de lésion des gros vaisseaux. C'est pour ça que la voie antérieure, elle se pratique très souvent à 4 mains avec un chirurgien vasculaire qui va permettre de sécuriser les vaisseaux. Ce qui du coup nous libère le champ pour accéder au disque et ensuite nous on fait le travail qu'il y a à faire sur le disque. Simplement en L5S1 il faut se rappeler qu'il y a quand même le plexus sacré antérieur qui passe devant. Ce sont des rameaux végétatifs qui vont contrôler chez l'homme l'éjaculation et chez la femme on va dire l'irrigation vaginale. Donc ce qui peut occasionner des effets indésirables qui sont l'éjaculation rétrograde chez l'homme et la sécheresse vaginale chez la femme. Donc ce sont quand même des complications à prendre en compte, notamment chez le sujet jeune. C'est pour ça que, encore une fois, on parle de chirurgie. C'est important de se donner toutes les chances de succès du traitement conservateur avant d'arriver à cette prise en charge. Quelques mots de discussion. Alors la prothèse discale, donc c'est une technique qui existe, qui est décrite, qui marche très bien, qui est un peu plus technique parce que comme on va préserver la mobilité des plateaux, il faut qu'on soit vraiment très bien centré et qu'on ait une préparation des plateaux qui soit vraiment optimale. Il y a un coût qui est un petit peu supplémentaire, donc ça reste des indications qui sont rares, hein. Comme on va préserver la mobilité du disque, ça veut dire aussi qu'on va préserver la mobilité des articulations postérieures. Donc on le propose surtout chez des patients jeunes de moins de 45 ans, qui ne sont pas en surpoids pour ne pas mettre trop en contrainte la prothèse et avec donc des bonnes facettes bien évaluées sur les imageries précédemment citées. Et bien sûr, bon, pas de problème psychosocial. Alors pourquoi la prothèse discale n'a pas une place prépondérante alors qu'on se dit qu'elle permettrait quand même d'avoir une meilleure mobilité? C'est simplement parce que les études montrent qu'il y a globalement une efficacité qui est similaire à 2 ans entre l'arthrodèse et la prothèse. Donc ce sont deux techniques qui marchent très bien, l'arthrodèse marche très bien et donc on peut largement s'en satisfaire. À 5 ans, il est noté que la prothèse, parce qu'elle permet une meilleure mobilité du disque opéré, va soulager les disques sus et sous-jacents qui du coup devraient compenser en cas de fusion lombaire et du coup on a une diminution du risque de syndrome adjacent à 5 ans dans la prothèse. Bon, ça reste globalement anecdotique. Un mot sur la stabilisation dynamique. Donc ça, donc vous avez deux systèmes qui sont décrits, le Dynesis et le dispositif interépineux. Le Dynesis, c'est l'image que vous voyez en bas à gauche. Au lieu d'avoir des tiges en titane ou en chrome cobalt, c'est un système un petit peu hybride avec schématiquement du plastique qui va garder une certaine souplesse. Et puis ensuite, on a le dispositif interépineux qui est une sorte de cale qu'on va mettre en place entre les épineuses. Ce sont des dispositifs qui sont très contestés dans leur utilisation, peu évalués et actuellement honnêtement non recommandés, notamment au niveau du dispositif interépineux qui a plutôt une attitude syphosante au niveau du rachis lombaire et qui va plutôt avoir tendance à majorer l'usure des disques sus et sous-jacents. Donc honnêtement, ce ne sont pas des systèmes de stabilisation qu'on recommande, en tout cas ici on n'en pratique pas. En conclusion, il s'agit d'une pathologie fréquente. Attention aux facteurs pronostiques psychosociaux qui ont toute leur place dans la prise en charge des lombalgies chroniques. L'IRM qui est un élément déterminant dans leur prise en charge. Et puis la chirurgie, bien retenir que oui, elle est en dernier recours. Et vraiment, on garde l'immobilisation d'un disque pour les patients les plus symptomatiques avec une bonne concordance radioclinique et dans l'échec du traitement conservateur. Mais ça donne des très bons résultats lorsque l'indication est bien posée. Et je vous remercie pour votre attention.